Bonsoir à tous. Monsieur le Premier ministre, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans les bureaux de Tendance Ouest pour ce face au lecteur Tendance Ouest, la Manche Libre. Beaucoup de questions tout au long de la semaine ont été posées sur nos sites internet. Beaucoup de lecteurs voulaient être là ce soir pour vous rencontrer. Et vous verrez, les questions seront diverses et variées. On a beaucoup de sujets à évoquer avec vous. Alors, je vais laisser les lecteurs se présenter et puis on passera aux questions à la fois des journalistes et des lecteurs. Les lecteurs peut-être. Bonsoir Monsieur Fillon, donc je suis Franz Michel, le secrétaire général adjoint de Force ouvrière police municipale. Bonsoir Antoine Casini, conseiller départemental socialiste Tendance Montebourg. Bonsoir Didier Roche, directeur d'agence groupe Guy Hocquel Immobilier. Bonsoir Pierre-Emmanuel Lebrun, je suis créateur d'entreprise dans le domaine des formations en langue et également membre du Centre des jeunes dirigeants de Normandie. À mes côtés, deux journalistes. Floriane Bléas, chef d'édition de l'agence à Caen. Et Mathieu Toussaint, rédacteur en chef adjoint de La Manche Libre. Alors, on va démarrer par une question de Floriane, avant de passer ensuite aux questions des lecteurs. Et la première question, évidemment, elle coule de source dans un mois. François Fillon, jour pour jour. Nous sommes au lendemain de ce premier tour tant attendu des primaires. Vous êtes aujourd'hui donné comme le troisième homme. Pensez-vous encore, sincèrement, aujourd'hui pouvoir faire mentir les sondages et comment ? Pour faire mentir les sondages, il faudrait que les sondages valent quelque chose, ils ne valent strictement rien. Et je le répète depuis des semaines et des semaines, mais apparemment, ça ne suffit pas à convaincre les journalistes et les observateurs. Pourquoi les sondages peuvent se tromper. Mais non, c'est pas qu'ils se trompent. Sur la précision des chiffres, mais non, pas du tout. Rarement sur la personne élue. Mais non, les sondages se trompent. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a jamais eu de primaire à droite. Et qu'aucun sondeur n'est aujourd'hui capable d'analyser l'échantillon des gens qui vont voter. Voilà. Et donc, vous pouvez tourner le sujet dans tous les sens. Le résultat de la primaire sera, de mon point de vue, très différent des sondages d'aujourd'hui. Tous les indicateurs que j'ai de terrain me montrent que c'est le cas. Le débat qui a eu lieu la semaine dernière me montre que c'est le cas. Voilà. Donc les sondages, je m'assois dessus. Une question de John qui nous a été posée sur le site internet. La droite est fissurée. Il y a eu d'ailleurs une élection, oui. Une primaire hier, je crois, dans un parti politique qui était assez intéressante aussi au regard des sondages. Dufaux était donnée gagnante et finalement elle est éjectée du premier tour. Voilà. John posait une question. Quel est l'intérêt de montrer une droite fissurée à la France entière avec cette primaire à 7 têtes ? Non, je crois que pas du tout. Je crois que ça s'appelle la démocratie, tout simplement. Je pense que notre système démocratique est un peu à bout de souffle. C'est normal d'ailleurs, parce que il y a eu une évolution dans la démocratie. On a commencé par des régimes très autoritaires, puis ensuite on est passé à des systèmes de représentation parlementaire. Bon, mais c'est pas la fin de l'histoire. Il faudra inventer des nouvelles formes de démocratie que je ne suis pas d'ailleurs capable moi-même d'imaginer. Mais en tout cas, l'histoire peut pas s'arrêter. Et je pense que la primaire, qui a eu lieu à gauche d'abord, qui a lieu aujourd'hui à droite, c'est une façon, sûrement imparfaite, mais c'est une façon d'associer plus de monde au choix du projet et du prochain président de la République. Avoir des débats entre nous, c'est pas montrer des fissures. Ou alors ça voudrait dire sinon qu'on est dans des systèmes de régime autoritaire où tout le monde doit penser pareil. Alors dans cette primaire, on doit se singulariser. Et Monsieur Casini, je crois, a une question vous concernant. Sur ce sujet. D'abord, pour remercier Monsieur le Premier ministre de venir à Caen, capitale régionale de la Normandie réunifiée. Faire le dire à l'intention de nos amis aux Normands qui s'accaparent un certain nombre de choses. J'en viens à ma question. Moi, je suis heureux d'être là, d'abord parce que je crois que, de manière assez unanime, il est reconnu votre honnêteté intellectuelle et votre probité personnelle. Vous avez été un de ceux qui, le premier, a parlé de la faillite. Et vous faites aussi référence régulièrement et de plus en plus au général de Gaulle. Ça vous a d'ailleurs été un peu reproché récemment. Je pense qu'effectivement, la notion d'effort dans un moment extrêmement difficile est une notion essentielle si on veut redresser le pays. Est-ce que vous ne croyez pas que sur le quinquennat dans lequel vous avez été Premier ministre, la faillite la plus forte a été celle-là, c'est-à-dire celle du comportement, de l'éthique et d'un compagnonnage avec un président qui, me semble-t-il, ne correspondait pas exactement aux valeurs que vous voulez porter, défendre et représenter ? D'abord, je veux dire que moi, j'ai été loyal pendant 5 ans au président de la République et à la majorité, et j'en suis. C'est pour moi une question d'honneur. Mais aujourd'hui, le président de la République a été battu aux élections de 2012, et je suis libre de à la fois mon propos et surtout du projet que je présente. Il est incontestable qu'il y a un affaiblissement de l'institution présidentielle.
Je pense que malheureusement, cet affaiblissement s'est poursuivi après 2012, comme vous pouvez le constater. Et je crois qu'il n'est pas seulement lié au quinquennat. Je pense que c'est une explication trop facile que celle de beaucoup de responsables politiques qui disent c'est de la faute du quinquennat, c'est pour ça que cette institution présidentielle est abaissée, et même le fonctionnement de nos institutions est aujourd'hui désordonné. Donc je crois qu'il faut tirer des enseignements de cette situation et y remédier. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je pense qu'on a besoin d'un président de la République qui soit moins présent dans les débats quotidiens, qui laisse le gouvernement gouverner, comme ça devrait être le cas, d'ailleurs comme la Constitution le prévoit, et qui ait une éthique personnelle la plus rigoureuse possible, parce que, comme vous l'avez dit, il y a des efforts qu'il va falloir fournir pour redresser le pays, et on ne peut pas demander d'efforts aux citoyens si ceux qui sont au-dessus donnent le sentiment qu'ils ne sont pas concernés par ces efforts. Vous ne regrettez pas votre petite phrase qui vous a été beaucoup Non, reprochée? pas du tout. D'ailleurs, je trouve même... mise en examen. Non seulement je la regrette pas, mais je trouve que c'est incroyable qu'on puisse se poser la question, qu'on puisse me reprocher de dire que les dirigeants de notre pays doivent être irréprochables. Je trouve que ça montre qu'il y a quand même un abaissement du débat public, et même un abaissement des références morales, y compris d'ailleurs, j'ai envie de dire, de l'ensemble des commentateurs et des responsables politiques. Floriane. Tout le monde a en tête François Fillon la nuit du 19 au 20 novembre 2012 pour cette fameuse quête de la présidence de l'UMP avec ses suspicions de fraude. Est-ce qu'un scénario comme celui-là pourrait se reproduire en 2016 dans le cadre de cette primaire ? Je crois pas, j'espère pas. Je pense que cette fraude lamentable a servi de leçon. Vous avez des gages de garantie D'abord, aujourd'hui ? je me suis beaucoup battu après cette affaire pour qu'il y ait des procédures de mise en place. Il y a une haute autorité qui a démontré son indépendance d'ailleurs à plusieurs reprises, puisque à plusieurs reprises le président du parti a voulu aller contre le règlement de la primaire, et la haute autorité l'en a empêché. Donc voilà, je crois que tout a été mis en place pour que ça fonctionne. Maintenant, il faut évidemment que tous les hommes et les femmes qui feront fonctionner cette primaire aient le sens du devoir. On reste sur une dernière question politique avant de passer au sujet concret sur le centre. Floriane. Oui, on a entendu forcément Nathalie Kosciusko-Morizet appeler à un accord législatif avec le centre. Alain Juppé a largement ouvert la porte également. Et vous, François Fillon ? Bien sûr qu'il faudra un accord législatif avec le centre. Il y a toujours eu un accord législatif avec le centre, c'est une évidence. Voilà. Il n'y a pas de candidate du centre aujourd'hui dans cette primaire ? Non, mais il y aura des candidats du centre aux élections législatives. Il ne faut pas tout mélanger. Il y a l'élection présidentielle, puis après l'élection présidentielle, il y a l'élection législative. Et l'élection législative, elle appelle un accord avec le centre. Moi, je pense qu'elle appelle plus que ça. Je pense qu'elle appelle une forme de recomposition politique. Je pense qu'il va falloir ouvrir plus le jeu politique, le champ politique à des hommes et des femmes nouveaux, parce que notre système a tendance à s'épuiser, à s'étouffer sur lui-même. Mais évidemment que le centre ne sera pas exclu de cet accord. Alors, on va passer à des sujets concret, d'actualité. Mathieu Toussaint, l'autorité de l'État, la sécurité. La sécurité et les migrants. La Manche et le Calvados vont être très prochainement concernés par l'arrivée de personnes migrants issus de Calais, du démantèlement de la jungle de Calais, répartis en des groupes parfois importants dans des toutes petites communes rurales. Est-ce que vous pensez que c'est la bonne solution ? Bon, d'abord, il fallait démanteler Calais, et démanteler la jungle. C'est ce que les élus... mais si on veut démanteler la jungle, il faut bien mettre les migrants quelque part. Donc voilà, je ne fais pas partie de ceux qui disent il faut démanteler la jungle, puis ensuite qui s'opposent à ce que les migrants soient accueillis sur le territoire national. C'est un comportement qui n'est pas cohérent. En revanche, ce que je pense, c'est que le gouvernement a fait preuve d'un peu de forme de manque de dialogue avec les collectivités locales. Voilà. Il faut que les élus locaux soient associés le plus étroitement possible. Je pense d'ailleurs que c'est en train de se faire maintenant à cet accueil, et qu'on fasse attention à ne pas mettre des groupes de migrants trop importants dans des communes trop petites. Au fond, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'on a pris les locaux disponibles, voilà, sans toutefois tenir compte de la capacité réelle d'accueil et d'intégration. Mais il faut trouver des solutions, il faut trouver des compromis, donc c'est pas moi qui vous dirais que cette solution-là est à rejeter. Antoine Casigny, vous souhaitez réagir rapidement ? Sur une question difficile, vous ne pensez pas quand même que le président actuel, intérimaire Laurent Wauquiez, par ses propos outranciers et instrumentalisant la peur, modifie en substance votre primaire et tire quand même la droite dans une direction qui n'est pas la vôtre, qui est, si vous le portez, la question républicaine. Alors il y a une contradiction entre
cette tendance qu'on a vue d'ailleurs pendant le débat, et puis cette question qui doit être traitée avec morale et j'allais dire un peu de discipline républicaine. Il ne vous a pas échappé que Laurent Wauquiez n'était pas candidat à la primaire. Donc voilà, moi je défends mes valeurs. Il était président oui, du parti. Je défends mes valeurs, je défends mon programme et je demande aux Français de voter pour ces valeurs et pour ce programme, point. Alors, un autre sujet d'actualité, c'est la police et ces policiers qui ont manifesté, François Fillon. Est-ce que vous êtes d'accord avec eux, avec leur détresse et leur cri? Vous savez que les policiers ont un devoir de réserve et je suis respectueux de la légalité républicaine, mais je sais, pour les fréquenter, pour parler avec eux, pour avoir beaucoup travaillé avec eux à l'élaboration de mon projet, qu'ils sont exaspérés et qu'ils ont vraiment des raisons non pas de colère, mais de tirer le signal d'alarme, quoi. Voilà. Donc je comprends cette colère et je dis qu'il faut y répondre. Et d'ailleurs, que ferez-vous si vous êtes élu président de la République? Le ministre de l'Intérieur vient de le écrire pour dire qu'il les comprenait, qu'il allait faire quelque chose. Mais le problème, c'est que ça vient de loin, en réalité. Ça vient d'abord d'un phénomène qui monte depuis des années d'impunité des délinquants par rapport aux policiers. Et c'est ça le sujet. Le vrai sujet, c'est la montée de la violence contre les policiers. Et quand les policiers ont peur, la sécurité du pays ne peut plus être assurée. Moi, je suis allé il n'y a pas très longtemps dans un commissariat au Mureau, où, vous savez, un officier de police avait été assassiné par un djihadiste. Et j'ai vu des jeunes femmes officiers de police me dire on dort avec notre arme sous l'oreiller, et quand on part le matin et qu'on laisse nos enfants à la maison, on est morte de trouille. Donc c'est quelque chose qui ne peut pas continuer. Alors là, c'était en l'occurrence la question du terrorisme. Le sujet aujourd'hui, c'est la question de la délinquance quotidienne. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est long de répondre à tout ça en quelques minutes, mais d'abord, je pense qu'il faut mieux utiliser les forces de sécurité en les intégrant mieux. Il y a de la police, il y a la gendarmerie, elles ne se parlaient pas trop, ça a été un peu amélioré. Il y a les polices municipales. Moi, je veux qu'on renforce les polices municipales. Je veux qu'elles aient systématiquement la possibilité d'être armées et je veux qu'elles puissent réaliser des contrôles d'identité et qu'il y ait un vrai lien entre police municipale et qu'il n'y ait plus cette espèce de... Voilà, il y a quand même un corporatisme de la police nationale par rapport à la police municipale. Et puis, je voudrais que les forces de sécurité privées, ce qu'on appelle les entreprises de sécurité privée, soient beaucoup plus utilisées pour tout ce qui est gardiennage. Que les policiers n'aient plus à passer des heures et des heures à faire du gardiennage. Après, il y a des besoins matériels. Moi, dans le projet que je propose beaucoup d'économies, puisque je propose 100 milliards de baisse de dépenses publiques, mais je propose 12 milliards de plus sur police, justice, gendarmerie et défense. Parce que manifestement, il y a des problèmes de modernisation. Et puis enfin, il faut que les délinquants qui s'attaquent aux policiers soient punis de façon systématique, immédiate et extrêmement sévère. Et là, il y a un sujet qui est lié au fonctionnement de la justice, qui est lié aussi aux places de prison, parce qu'on ne peut pas demander à des magistrats... C'est aussi une question qui Mathieu, concerne directement puis, notre région. On a des prisons, en tout cas dans la Manche, qui sont vétustes, des maisons d'arrêt qui sont vétustes. Il y a un projet d'une grosse maison d'arrêt d'un peu plus de 350 places, Cherbourg, Saint-Lô, Coutances. Est-ce que vous avez un avis là-dessus ? Les tribunaux sont à Cherbourg et à Coutances actuellement. Je ne veux surtout pas rentrer dans ces débats-là locaux. Je les ai bien connus moi-même quand j'étais... président du conseil départemental qui vous regarde. J'étais élu local. La seule chose que je dis, c'est qu'il faut 16 000... Enfin, moi, je propose 16 000 places de prison supplémentaires, ce qui est énorme. Hein. On en avait fait 9 000 dans le quinquennat précédent. Vous rejoignez la proposition du Premier ministre et du garde des Sceaux. Oui. Enfin, je l'ai fait avant. Voilà. 16 000 places, c'est énorme, mais il faut le faire. Mais je propose aussi qu'on construise des prisons différentes. C'est-à-dire que je crois que il faut des établissements plus légers avec moins de personnel pour les gens qui sont condamnés à des très légères peines et ne pas systématiquement mettre tout le monde... Alors, il y a déjà des catégories de prisons, mais je pense qu'on peut aller plus loin. Voilà, j'ai visité il y a peu de temps un établissement dans l'Isère. La directrice me disait que pour un Mirador, il faut 7 gardiens. Donc pour 2 Miradors, il en faut 14, etc. Bon, est-ce qu'on a besoin de Miradors pour garder des gens qui sont condamnés à 6 mois de prison, à 2 mois de prison, à 1 mois de prison ? Enfin, vous allez me dire, il y en a qui sont violents, je sais bien. Enfin, il y a aussi beaucoup de gens qui sont condamnés à des petites peines de prison et qui pourraient le faire dans des lieux qui sont moins coûteux, avec moins de personnel, ce qui permettrait une meilleure réponse judiciaire.